Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Mosley. On parle de politique ce matin. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Effectivement, nous parlons de politique ce matin. Et nous avons un invité en la personne de M. Pascal Nkoulou, qui est conseiller du président de la République. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des questions politiques, hein. Vous faites beaucoup des plateaux télé. Bon, mais écoutez, je suis heureux d'être ici. C'est la première fois que je fais l'objet d'une invitation. J'espère que je répondrai de manière convenable à toutes vos interrogations. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et la première question pour nous est de revenir sur l'actualité en rapport avec l'interview que le chef de l'État a donnée au magazine Jeune Afrique. Vous savez qu'il est à la une de ce magazine pour le mois de juin, donc ce mois. Et dans une interview de 8 pages, il revient un peu sur l'actualité concernant le Gabon, un tout petit peu sur l'Afrique en général, notamment en rapport avec les prochaines élections qui vont se dérouler dans notre pays, la situation économique, le statut de l'opposition, si on peut dire ça ainsi, les questions de développement durable, mais aussi et surtout, il parle de chômage des jeunes, mais également de son ambition pour le développement du Gabon. Vous, quand vous avez parcouru cette interview, qu'est-ce qui en premier lieu vous a intéressé? Bon, il faut dire que cette interview survient quelques temps après la célébration différée du 12 mars. Vous savez qu'au cours de cette cérémonie, qui est une cérémonie solennelle en termes de mémoire, mais également d'engagement politique pour le président de la République, parce qu'il s'agissait d'une sortie structurée de son parti politique, le chef de l'État était revenu sur un certain nombre de situations, à la fois sur le plan de l'engagement politique et le sien, sur le plan de la gouvernance de l'État, sur l'état même de la nation, mais aussi sur les situations d'autres personnels. Donc l'interview parue dans Jeune Afrique s'inscrit exactement dans la même logique, celle qui consiste à faire dire et à faire savoir à tous que, bon écoutez, j'ai eu quelques situations personnelles difficiles, mais aujourd'hui, le Gabon reste cet univers attractif sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi et surtout qu'on a des défis importants qu'il va falloir relever tous ensemble, quelle que soit la vision ou la lecture qu'on a aujourd'hui de la situation de notre pays. Je reste celui qui appelle au rassemblement, je reste celui qui constitue la garantie pour les partenaires extérieurs pour ce qui est du secteur économique. Je reste celui qui constitue également la trame, parce que bon, le chef d'État, c'est toujours un pont entre plusieurs générations, entre plusieurs faits également. Donc c'est autour de tout ça qu'il faut voir l'interview que le chef d'État a accordée à Jeune Afrique pour dire ça n'a pas été facile pendant quelques périodes, mais bon, écoutez, je suis toujours à la barre. On comprend quand même, mais il se dégage une appréciation. D'ailleurs, les opposants ont vite fait de rappeler que malgré ce qui est écrit dans Jeune Afrique, une interview d'ailleurs qui a été boudée par certains qui ont estimé qu'il s'agissait d'une fiction pour beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en l'état des choses, au regard du discours que tient l'opposition sur l'état de santé du chef de l'État, on est en mesure de croire qu'Ali Bongo soit véritablement en mesure de mener une nouvelle fois le Gabon pour le prochain quinquennat, si on peut déjà dire? Écoutez, il y a plusieurs niveaux en termes de clés de lecture qu'on fait de la gouvernance d'un pouvoir. Si vous y êtes au centre, vous comprendrez que les centres de décision sont multiples, surtout quand on est dans une république. Mais si vous êtes à la périphérie du pouvoir, évidemment, vous allez avoir une lecture isolée des mécanismes de gouvernance. Je vais insister sur les principaux mécanismes de gouvernance. C'est-à-dire aujourd'hui, dans toute république, vous avez 3 centres importants de décision, c'est-à-dire 3 pouvoirs bien distincts. Vous avez le législatif, c'est celui qui consiste à faire des lois. Vous avez le judiciaire pour ce qui est d'un certain nombre d'approches à la loi en termes de pénalité, etc. Et vous avez l'exécutif qui ordonne en fonction de la vision qui est celle du chef de l'État. Et je crois qu'à ce niveau, parlant de la gouvernance, puisque c'est la question qui semble concerner ou intéresser un très large public, le président n'a absolument aucun problème. Écoutez, les gens ont tendance à dire est-ce qu'il peut, mais de 2018 à 2023, c'est quand même bon sang. 5 ans qui viennent de s'écouler, 5 ans au cours desquels des décisions ont été prises, un certain nombre de mesures ont été respectées, des engagements honorés de façon, je veux dire, en dehors de l'épisode du Covid-19, qui a été un épisode surprise dans le plan du changement fondamental de nos habitudes, de nos pratiques. Qu'est-ce qu'il y a eu
de si extraordinaire au point où on se dise, waouh, on a frôlé la catastrophe. Moi, je ne vois pas. Est-ce que aussi aujourd'hui, l'état physique du chef de l'État n'est pas aussi responsable de la lecture, passez-moi l'expression, biaisée qu'on pourrait avoir de son état de santé? Non, écoutez, vous savez, s'il vous plaît, nous sommes tous des hommes. Et il y a un certain nombre de restrictions qui sont imposées à tous les hommes, même lorsque vous êtes chef d'État. Les questions relatives à votre état de santé ne concernent que vous et votre épouse, à la limite peut-être un de vos enfants. Quelle que soit l'ambition qui peut être la nôtre en termes de citoyens, le chef de l'État n'est pas tenu de révéler son état de santé comme ça sur le plan public. Parce que c'est du domaine stratégique, premièrement, et ensuite parce que c'est du domaine de la sensibilité individuelle de chacun d'entre nous. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, et moi j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler à beaucoup d'entre nous, le nombre de personnes qui ont su gérer un handicap de telle sorte que cet handicap n'a pas du tout été un obstacle à la réalisation de leur ambition. Le monde est rempli de personnes qui, en dépit de leur handicap, ont surmonté ou ont révélé au monde c'est-à-dire les éléments qui aujourd'hui nous donnent à aimer la vie. Vous connaissez Beethoven? Ce gars-là, il était sourd et muet. Bon, il a écrit les meilleures symphonies. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive, qui vous dit « Je suis sourd et muet, je vais vous présenter la musique que j'aurais écrite. » Mais vous n'entendez pas, vous ne parlez pas, vous pouvez écrire de la musique. Ça, c'est Beethoven. Écoutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'homme d'État le plus puissant du monde était sur fauteuil roulant. Vous croyez que les gens auraient dit à vous que monsieur, écoutez, vous êtes sur fauteuil roulant, vous ne pouvez pas être le Hegel One des États-Unis d'Amérique? Il a gagné la guerre. Et aujourd'hui, le monde vit de ce que cet homme qui était sur fauteuil roulant a structuré et pensé le monde. Donc je crois que c'est les éléments limitatifs. François Mitterrand, au sommet de sa gloire, est tombé au cours d'un sommet au Japon. Parce que son cancer était avéré. Tout le monde le savait. Est-ce que les Français ont dit, nous avons un président cancéreux, il faut s'en débarrasser? Tout le monde peut être l'objet d'une situation de faiblesse physique. Ça arrive. Mais lorsque on fait une évaluation en termes d'engagement, et je crois que dans le cas de ce qui a été celui du chef de l'État, il l'a dit de manière régulière à tout le monde. Il s'est rendu visible. Le seul qui n'a pas triché, quand vous parlez de discours biaisés, tout ça, c'est bien le président de la République. Je crois qu'aussitôt, c'est-à-dire quelques mois après, je ne sais pas quoi, c'est ce qui s'est fait. Quelques mois après, octobre, décembre, il était à la télévision en train de dire aux Gabonais, je suis là. En août 2019, c'était pénible et difficile. On l'a vu descendre du command car. Et puis, quelques temps après, on le voit prendre des décisions, on le voit recevoir le mandat en termes d'investiture des membres du gouvernement. C'était le président. Ce message que moi je perçois, je crois que beaucoup d'autres personnes ont persisté sur le dire, je suis là, ça a été pénible, mais je me remets. Si toutefois, je pressentais que je ne peux pas aller au-delà de ce que je suis capable de donner, je le dirai encore au Gabon. Donc, le seul qui a été ferme, franc, juste et régulé, c'est le chef de l'État. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Autour de tout ça, ça peut être bariolé par des ambitions politiques. Je dis, ça peut se comprendre, mais ça ne peut pas se tolérer, parce que le principe de la morale humaine voudrait que l'on ne s'attaque pas ou l'on ne fasse pas état d'une situation politique lorsqu'elle n'est pas en rapport direct avec les obligations de gouvernance. Et je crois que ces obligations de gouvernance, le chef de l'État les a convenablement, à la limite même honorablement honorées. Alors, quand on va plus loin, on voit dans l'interview, on parle de la question d'un climat apaisé au lendemain des élections qui vont arriver, on l'espère bien pour cette année. Il y a que le chef de l'État a appelé à l'organisation de la concertation politique, et de cette concertation, l'opposition s'attendait à ce qu'il y ait des mesures réelles allant dans le sens de l'apaisement de l'environnement politique qui est très clivant depuis pratiquement 2016, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on lui pose la question, il renvoie à la révision constitutionnelle et à la norme légale. Est-ce que, sur le plan politique, cela n'est pas une façon de dire qu'ils n'ont pas pu trouver les ressorts nécessaires pour assurer de ce qu'on arrive à un climat apaisé aux prochaines élections, ou du moins à la délibération des prochaines élections? Vous savez, il faut considérer le chef de l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle chef de l'État. L'État se voulant être la famille de tous les citoyens. C'est comme nous tous, j'espère que vous êtes père de famille. Je crois que quand vous rentrez chez vous, vos enfants disent « papa est venu », votre épouse dit « mon mari est venu ». Ça vous donne une posture, ça vous donne des responsabilités. Le président de la République ne prend pas des décisions isolées. Il les prend en fonction d'un cadre. Ce cadre lui est imposé par la République. C'est aussi simple que ça.
Mais la plupart des gens voudraient effectivement voir le chef d'État décider en dehors des normes régulières de la République. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas le droit. Donc, ce qui fait que lorsqu'une décision qui cadre parfaitement avec les institutions d'aujourd'hui, je ne dis pas que les institutions sont bonnes parce que vous savez, des lois peuvent être ce qu'elles sont, mais c'est des lois. Une fois qu'une loi est établie, je crois que le rôle de tous les citoyens, c'est de veiller à ce que cette loi s'articule, s'exécute dans le cadre qui a été établi pour cette loi. Aujourd'hui, les gens disent il faudrait qu'il y ait une nouvelle concertation, Le président n'a pas à être dans il faudrait que. Le président a à lire la loi et à la faire appliquer, et à la faire respecter par tous les citoyens. Vouloir faire l'État en étant extra-État, ce n'est pas de la compétence du chef de l'État. Donc, le lui demander ou le lui exiger, c'est hors champ. C'est comme si vous alliez suivre un match, voilà, et puis vous êtes dans les tribunes, l'entraîneur a sa fiche de jeu, et vous dites, monsieur l'entraîneur, faites-nous jouer tel joueur, mais ce n'est pas dans sa feuille de jeu, c'est pas dans son... Donc, vous aurez beau crier, c'est votre volonté, mais lui, il a un plan de match qu'il va respecter avec ses meilleurs éléments. C'est exactement les mêmes choses en ce qui concerne la gouvernance d'un État. Est-ce que le retour à un scrutin à tour unique ne va pas causer le problème de légitimité qu'on a eu, par exemple, en 2009, qui a beaucoup fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de l'élection du chef de l'État, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'un environnement qui permette à ce qu'il y ait une certaine sérénité au moment du rendu des élections, des résultats du scrutin. Je n'aime pas revenir sur ce qui a été dit, ça devient une arlésienne, c'est-à-dire c'est comme si on se plaisait à ne dire que les mêmes choses. Le contexte électoral au Gabon est bien paramétré. Il y a un certain nombre de cadres par lesquels une élection peut être contestée. Mais une élection est contestée à partir des éléments de droit dont dispose chacun. Une élection ne se conteste pas sur la bonne volonté ou la bonne imagination. Je ne sais pas, de quelqu'un qui dit tel a gagné, il y a eu ceci. Non, effectivement, il y a eu quelques soubresauts de rue. Mais le soubresaut de rue ne détermine pas, comme je le dis encore, le cadre juridique. Les gens se sont plaints. Les gens ont fait des recours, ce qui est prévu par la loi. Les gens estimaient qu'ils n'avaient pas gagné les élections. C'est tout à fait normal. Là, c'est une émotion personnelle. Ce n'est pas prévu par la loi. Aujourd'hui, 2009, 2023, 14 ans près, est-ce que vous croyez qu'on va vivre sur le fait d'une émotion? On va vivre sur le fait de ce qui pourrait être une élection ou pas une autre? Non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on va à une nouvelle élection présidentielle. Et que tous ceux qui ont de l'ambition ou qui ont une vision différente de celle d'Ali Bongo Ondimba, je suis sûr qu'il y en a, doivent commencer maintenant à la présenter aux Gabonais et non pas revenir sur des faits annexes. On ne gagne pas une élection en revendiquant l'ancienne élection. On gagne une élection en ayant un projet cohérent, un projet dynamique, un projet structurant, un projet innovateur. Aujourd'hui, moi, la question que je pose à tous ceux qui sont en train de s'éventrer à gauche, c'est quel est le projet? Je suis un citoyen gabonais. J'ai une ambition pour ma famille. J'ai une ambition pour ma vie. Je voudrais connaître quelle est l'ambition que ceux qui veulent aujourd'hui diriger notre pays ont pour moi. Voilà ce qui m'intéresse. Que vous me rappeliez l'élection de 2009, c'est passé il y a 14 ans. L'âge que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas il y a 14 ans. L'âge que j'aurai après ces élections qui arrivent, je ne l'ai pas maintenant. Je suis projeté dans un avenir qui doit me séduire, qui doit m'amener à rêver. Or, aujourd'hui, tout le monde veut nous conduire, enfin je parle de ceux qui sont dans ce chemin, veulent nous amener un chemin de frayeur, de nature apocalyptique. Écoutez, je veux bien, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle et que vous n'arrêtez pas de rassasier à chaque fois que le pays va brûler, les gens vont souffrir, vous me faites peur. Je crois que les Gabonais veulent entendre autre chose. Alors, il y a que 14 ans après, comme vous le rappeliez si bien, le chef de l'État s'est dit, enfin, a dit regretter le fait qu'il n'a pas toujours été satisfait par un certain nombre de ses collaborateurs qu'il a eus, même si on peut lire qu'il divise le temps de sa magistrature en deux parties, notamment de 2009 à 2019 et de 2009 et aujourd'hui. Mais quand on regarde fondamentalement, est-ce qu'il y a une différence dans le management entre 2009, du moins la période qui va de 2009 à 2019, donc les 10 ans, 10 premières années, et les dernières années que nous connaissons aujourd'hui? Bon, je vous dis une chose simplement, vous savez, vous ne pouvez pas comparer une gouvernance à une autre. Pourquoi? Parce que les facteurs structurant la gouvernance diffèrent. 2009-2016, il y a eu un contexte.
Il y a eu un certain nombre d'approches, il y a eu des ratés, c'est une œuvre humaine. Vous savez, 2016-2023, on ne peut pas faire une forme de... comment on dit ça? On ne peut pas fermer les yeux sur la réalité du Covid. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que depuis un an et demi bientôt, il y a une guerre qui se joue en Europe et que cette guerre influence l'ensemble de la planète sur le plan économique. Donc quand on veut jauger de la cohérence d'une gouvernance, il faut à ce moment-là prendre en compte les paramètres fondamentaux des Gabonais. Les paramètres fondamentaux des Gabonais, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que les salaires ont été régulièrement payés? Est-ce que l'État a régulièrement fonctionné? Est-ce qu'on a assisté à des coupures d'ordre stratégique? Quoi des coupures d'ordre stratégique? C'est l'absence d'une institution qui participerait à l'équilibre des autres institutions. Une fois que vous avez donc ces paramètres, chacun est libre de répondre comme il veut. Mais maintenant, je dis, le discours politique... Les facteurs sociaux ne sont pas importants? On peut les intégrer, ils sont importants. Mais je dis, quand vous avez ces facteurs fondamentaux, qu'est-ce que fait les facteurs sociaux? Les facteurs sociaux, c'est le pouvoir d'achat des Gabonais. Ce pouvoir d'achat, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, subit des à-coups. Des à-coups du fait de ce que notre pays est pratiquement dépendant à près de 99% de la capacité de production des autres nations. C'est une réalité. On ne peut pas la corriger. C'est-à-dire, ce type de dépendance ne se reprend pas au bout de 2 ou 3 ans. C'est une prévision, c'est un programme. Et là, je crois que le chef de l'État avait fait des initiatives. Mais puis après, on est rentré dans une situation où pendant 2 ans et demi, toute la planète a arrêté de produire. C'était la période de la Covid. Il fallait faire quoi? Il fallait compenser l'absence de production parce que tout avait été mis à l'arrêt. C'est un pays qui se met à l'arrêt. Même pendant un mois, c'est catastrophique. Or là, on a vu que pendant presque 2 ans, le Gabon, comme la plupart des pays du monde, s'était mis à l'arrêt. Au moment où on pensait qu'il allait avoir une relance économique, puis bon, parfois là, il y a la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine fait en sorte qu'aujourd'hui, la plupart des matières premières augmentent et la capacité qui était celle du Gabon avant la crise ne peut pas être la même que pendant la crise. Donc je dis que les gens disent qu'il y a eu un certain nombre de déficits, c'est vrai, mais est-ce que ces déficits ont paralysé l'État? Est-ce que le chef de l'État a toujours eu des hommes de qualité autour de lui aussi? Bon, moi je considère que la gouvernance, c'est un peu comme la science. On évolue par erreur corrigée. Si vous prenez tous les livres d'histoire du monde, vous verrez qu'aujourd'hui, on est allé de système en système d'essai parce qu'aucun système, jusqu'à présent, ne s'est montré de nature à répondre aux besoins définitifs de toutes les populations, quelle que soit la zone du monde que vous allez utiliser. Aux États-Unis, il a bien fallu qu'ils passent par le New Deal. Après le New Deal, il y a eu un certain nombre de situations tendant toujours à améliorer. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que notre pays a un potentiel? La réponse évidente, ce serait oui. Est-ce que le chef de l'État, qui, par erreur corrigée, avance? Je dis peut-être, peut-être pas. Le débat, ça dit la question, il faut bien la poser pour que le débat soit intéressant. Vous connaissez-vous quelqu'un qui n'aurait eu que des collaborateurs hyper excellents? Mais c'est lui-même qui dit qu'il regrette de ne pas avoir été satisfait. C'est un constat honnête. C'est un constat honnête de dire, je n'ai pas toujours été satisfait de tous mes collaborateurs. Évidemment, les résultats, dans certains secteurs, l'audissent. Mais dans d'autres secteurs, il y a des quoi se sentir ou se considérer comme ayant atteint les objectifs. Alors, tout ne peut pas être parfait. Le chef d'État mène une tournée républicaine au cours de laquelle on a pu assister quand même à une situation particulière qui peut être même marquante. Les populations d'une localité dans le Haut-Ogooué qui lui demandent la route. Est-ce que ça ne vous choque pas, vous? Mais comment voulez-vous être choqué si vos citoyens vous expriment une situation de besoin? Le rôle du président, c'est de répondre à la demande sociale. Mais une fois qu'elle est formulée, ce qui serait choquant, c'est que le président leur donne une réponse inappropriée. Il a écouté, il prend des mesures et il va veiller à ce que, si c'est faisable en termes de budget, en termes de délai de temps, parce qu'on est dans une période électorale, il doit obéir. Je crois qu'il faut aujourd'hui ne pas considérer les faits en dehors de notre cadre régulier. Nous sommes dans une république. Vous voyez que lorsque un citoyen français tire Macron la main et lui flanque une baffe, ça veut dire que tous les citoyens français voudraient lui flanquer une baffe? Pas du tout. Ça arrive. Donc, l'exigence sociale est une chose normale dans une république. Moi, écoutez, moi, je suis obligé de besoin. S'il m'arrive de croiser le chef de l'État, je dis, monsieur le président, écoutez, moi, c'est peut-être votre conseil, mais hey, moi, j'ai des enfants. J'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Je suis en droit de lui exprimer. C'est le patron du pays. C'est le père de la nation.
Qui aimerait être devant son père et ne pas lui dire que, bon, écoute, comme les enfants disent, chocolat et bonbons, qui n'aimerait pas ça? Il y a un nouveau programme. Attends, pourquoi est-ce que ça choque? Pourquoi est-ce que c'est tellement repris? Parce que c'est le Haut-Togoé. Le Haut-Togoé est une portion intégrale du Gabon. Mais parce qu'aussi, une pareille situation n'aurait pas pu se produire à l'époque d'Omar Bongo, où on verrait des populations arrêter le chef de l'État pour lui demander la route. Bon, saluons donc de ce que, sous Omar Bongo, il y avait des mécanismes qui empêchaient les citoyens de vivre leur citoyenneté. Ça s'appelle, vous savez. Maintenant, sous Ali Bongo, si un citoyen peut lui exprimer un besoin, ça s'appelle la démocratie active et participative. Ce n'est pas autre chose. Je crois que c'est à partir de ces éléments-là qu'il faut reconnaître que dans notre pays, depuis 2009, il y a eu une évolution de la liberté d'expression importante sur le plan des habitudes et des comportements citoyens. C'est important. Avant, les gens, je ne sais pas pourquoi vous pensez que sous Omar Bongo, on n'aurait pas pu. Si la route manque et que quelqu'un ne l'exprime pas, cher monsieur, je crois que ça a une autre forme de définition. Ce n'est pas loin de la dictature. Mais dans tous les cas, je suis citoyen, je me dois de dire au patron du pays que, monsieur, nous n'avons pas d'eau. Monsieur, nous n'avons pas d'électricité. Monsieur, nous n'avons pas d'école. Si on ne fait pas ça, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes autre chose, des sujets peut-être. Mais un citoyen est libre. Le président de la République doit écouter le citoyen. En République, le patron, après le grand patron, c'est le citoyen. Voilà. Alors, il y a aussi le chef d'État vient d'annoncer un nouveau programme qui va avoir pour effet de soutenir la lutte contre la pauvreté et l'encouragement et encourager l'initiative, on va dire, personnelle à travers les AGR. L'enveloppe globale, c'est 9 milliards à peu près. Et ensuite, il y a aussi qu'il a annoncé la création des conseils provinciaux qui, eux, vont être dotés de 2 milliards pour chaque province. Ça fait à peu près 18 milliards. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que nous sommes dans les effets d'annonce dans la mesure où le chef de l'État, il y a quelques années encore, avait annoncé le fonds d'initiative départementale et qui n'a jamais été financé. Et pourtant, on avait annoncé la mobilisation des ressources. Comment vous percevez cela et comment vous pensez que le Gabonais peut croire à cette communication? C'est vrai que entre l'annonce et la matérialisation d'un fait, pour qu'il devienne un acte, il peut se couler du temps. Il peut donc également y avoir des interrogations citoyennes, donc des interrogations sur le fait que est-ce que nous avons la garantie que la parole du chef de l'État sera exécutée? Est-ce que nous avons la certitude que les choses se feront de manière à ce qu'il y ait une satisfaction du plus grand nombre? Ça, c'est des interrogations légitimes. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, après le fonds d'investissement départemental qui avait été décidé, qui était de l'ordre de 2 milliards, l'annonce sur ces différentes aides accordées aux citoyens pour leur permettre, tous ceux qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat, de voir leur structure être boostée, des interrogations légitimes peuvent effectivement naître. Mais comme vous savez, je n'ai pas pour habitude de commenter une intention. Une intention, elle peut s'avérer juste, elle peut s'avérer non exécutable ou non réalisable, mais bon, ça reste une intention. Est-ce qu'on condamne quelqu'un avec une intention? Non. Est-ce qu'on a des réserves par rapport à des intentions annoncées non abouties? Oui. Bon, dans le cas d'aujourd'hui, il faut reconnaître que le chef de l'État a une volonté, c'est celle d'affirmer une capacité de l'État à répondre aux besoins des populations. Il y met donc les ressources et il prend les décisions qui correspondent. Est-ce que le citoyen est en droit de douter? Oui et non. Oui, parce que, vous savez, je vous ai dit que le chef d'État, c'est comme un père de famille. Si vous faites une promesse à votre enfant, il s'attend à ce que vous l'exécutez. Tant que vous ne l'avez pas exécuté, il va constamment vous le rappeler. Moi, je vis ça tous les jours. On me dit, papa, tu as promis la plaie, elle est où? La plaie est où? La plaie. Donc, à force qu'il me rabousse, je suis obligé de me saigner et d'aller prendre un jeu qui coûte plus de 500 000. Donc, je crois que le chef d'État, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de créer les conditions de demande sociale de telle sorte que par rapport au délai constitutionnel, et c'est peut-être à ce niveau que je pensais que les gens laissent intendant, bon, il lui reste tant de mois avant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a le temps et les ressources, parce qu'il faut s'intéresser nécessaires aux ressources. pour mobiliser. Voilà, l'intention elle-même ne compte pas. Si les ressources sont disponibles et qu'il a le temps pour exécuter, bon, on va faire exercer des pressions citoyennes pour que ce projet se réalise. Moi, je crois que c'est tout ce qu'on peut espérer. Bon, maintenant, c'est une intention. On va la commenter comment? Le chef de l'État a dit sa confiance à M. Belebinze dans son interview. Vous pensez qu'après 100 jours, le résultat est quand même acceptable? Mais c'est vous les hommes des médias.
Cher monsieur. Vous êtes acteur politique. Oui, non, écoute, moi je suis acteur politique, mais j'ai un certain nombre de restrictions. Si vous m'avez invité en tant qu'acteur politique, je me serais exprimé en tant qu'acteur politique. Je pense que c'est des traditions républicaines qu'un Premier ministre, après 100 jours, vienne faire. À la limite, les gens ont tendance à penser qu'il va faire le bilan. On ne fait pas un bilan en 100 jours. On confirme les intentions. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai dit il y a 100 jours, voilà ce que j'ai commencé à mettre à exécution. Donc, vous confirmez que vous êtes sur votre trajectoire. Si vous n'en êtes pas sorti, et quelles vont être les conséquences? En fait, faites une sorte de prévision en fonction de l'élan qui est le vôtre. Aujourd'hui, monsieur Alain Claude, tout le monde connaît que la première mission, qui est une mission d'ordre politique, c'est celle qui consiste à faire en sorte que la dynamique présidentielle actuelle arrive à obtenir la confiance des Gabonais dans quelques mois. Le reste discutable, simplement. Merci. S'il réussit sur cet envolé, je crois que oui, au regard de tout ce qu'on voit. Merci, monsieur Pascal Nkoulou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.